On parle et on s'entend pas. Je vous regarde vous, Non, vous vous occupez pas des m'occupe pas du caméras. reste, je discute avec vous. C'est un entretien entre nous. Ok, Sauf moi de temps en temps qui regarde un peu la caméra. Mais d'accord. Donc moi je vous regarde vous. ouais. C'est très bien. Attendez, je m'installe correctement. Ok. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien organisé dans le cadre du GEN au centre de congrès Maurice Schumann non, pardon, on va recommencer, c'est pas Maurice, c'est Robert. C'est pas le même. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien organisé dans les cadres du GEN, le grand test numérique organisé le 13 et le 14 septembre au centre des congrès Robert Schumann de Metz. Et je reçois Jean-Luc Emert. Bonjour Jean-Luc Emert. Bonjour. Alors, Merci de me recevoir. c'est un plaisir. Alors, après 10 ans passés chez PSA dans différentes fonctions, vous avez rejoint ThyssenKrupp en 2001, vous me corrigez si je dis des bêtises, en tant que directeur qualité sur le site de Florange, en Moselle. Exact. Vous avez ensuite travaillé pour différents sites de ce groupe avant de revenir en 2009 en France pour démarrer une activité de mécatronique pour les spécialistes. En 2016, vous êtes devenu le PDG de ThyssenKrupp Presta France, une structure qui produit aujourd'hui plus de 30 000 colonnes de direction pour l'automobile. Et votre production est exportée à plus de 94% dans toute l'Europe. Vous êtes implanté en Moselle, à Florange et également à Famec. Alors, si vous êtes aujourd'hui à Metz pour le GEN, c'est que vous êtes un industriel un peu pionnier dans l'univers du numérique, ce qui n'est pas souvent toujours très compréhensible, et que, quelque part, l'usine du futur, c'est un petit peu chez vous que ça se passe. Alors, le numérique et ThyssenKrupp, ça se traduit comment ? Alors, chez nous, dans l'entreprise, effectivement, on est très, très fortement orienté vers l'usine du futur. Donc, on a mis en place depuis des années, comme on l'exposait d'ailleurs dans une conférence ce matin, une stratégie industrielle et une vision qui est fortement orientée usine du futur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une difficulté chez nous dans l'environnement automobile, c'est que nous sommes en concurrence avec des pays de l'Est, particulièrement par exemple. Et pour se battre, il faut qu'on trouve des solutions qui ne soient pas de réduire les salaires, puisque bien évidemment, je ne pourrais pas diviser par 3 les salaires de mes employés. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir conserver l'emploi dans l'Est de la France. Et une des solutions pour nous, c'était de travailler sur l'usine du futur pour augmenter la compétitivité de l'entreprise. Donc l'usine du futur, c'est quoi alors ? C'est de l'automatisation, oui, mais aussi des nouvelles technologies de robots, par exemple, qui permettent de travailler d'une part sur la partie automatisation, augmentation de la performance et de l'efficience, mais aussi d'améliorer l'ergonomie sur les postes de travail. C'est un exemple. On a d'autres technologies qu'on met en œuvre qui consistent à rassembler l'ensemble des données que nous produisons sur nos processus de production, de les mettre dans le cloud derrière, de les traiter de manière plus scientifique qu'on ne le faisait jusqu'ici pour trouver des moyens d'aller plus vite à la résolution de problèmes. C'est un exemple. Alors, quand on pense effectivement numérique, on pense aussi forcément aux robots, ces grosses machines dans des cages, etc. Mais vous aussi, vous avez quelque chose de tout à fait étonnant, ce qu'on appelle des co-robots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors oui, ça c'est effectivement un peu une révolution qui d'ailleurs a nécessité chez nous, avant de mettre ces co-robots, donc c'est des robots collaboratifs, avant de les mettre en place en production, on a fait un démonstrateur. Puisque jusqu'ici, on disait à l'ensemble de nos employés, nos opérateurs, robot, pas touché, ça peut être dangereux. Là, on passe dans un univers complètement différent, puisque là, pour le coup, c'est robot en milieu ouvert, il n'y a pas de cage autour, vous pouvez le toucher et il s'arrête. Donc on a d'abord fait un démonstrateur pour que les gens comprennent que le robot, c'est différent maintenant. Et donc, suite à ce démonstrateur, effectivement, pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait, que c'est effectivement pas dangereux. Une fois qu'on a fait ce travail pour les convaincre,
on a mis en place un robot collaboratif dans l'entreprise. Alors pour le coup, il y en a deux même. Il y en a un qui est plutôt très fortement orienté sur l'amélioration de l'ergonomie, puisqu'il a délesté fortement un opérateur sur un poste très chargé. Et un deuxième où on a fait de la productivité, ça nous a permis de gagner un poste de travail. Donc ça veut dire aussi que quelque part, là, le robot n'est plus quelque chose qui peut remplacer l'homme, c'est quelque chose qui vient aider l'homme au quotidien, donc qui maintient aussi l'emploi quelque part. Alors je pense que le discours qu'on entend de manière générale, que l'usine du futur, c'est de la destruction de l'emploi, etc., je pense qu'il est pas fondamentalement, mais il est faux. Et donc, effectivement, quand on regarde les robots que nous, on a mis en place, il y a toujours un peu ces deux sujets. C'est les robots collaboratifs, Ouais. ils collaborent, ils aident. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a également de l'autre côté, l'autre aspect qui est, je peux gagner des postes de travail très pénibles où finalement, je peux mettre complètement un robot qui me permet en fait de délester un poste qui, finalement, de toute façon, au bout du compte, pouvait générer des maladies professionnelles. Donc les co-robots, on peut retenir l'idée que c'est aujourd'hui essentiellement sur des tâches de manutention, c'est ça? Oui, à l'heure actuelle, c'est beaucoup ça, mais Ouais. on travaille sur la suite. Il y a, Et alors la suite, ça serait que il y a énormément d'autres possibilités. Ça ressemblerait à quoi alors? Alors, la suite, en fait, quand vous, faut peut-être que je reprenne d'un peu plus haut. Quand vous regardez aujourd'hui, l'usine du futur, c'est quoi exactement? Alors, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, notre usine du futur, c'est une usine où il faudra demain qu'on soit capable d'avoir des lignes de production qui soient flexibles, beaucoup plus agiles, et reconfigurables. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Et ça pour mieux coller à la demande du marché. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple qui est vraiment à l'autre bout. Vous regardez aujourd'hui des jeunes qui veulent acheter des chaussures de sport. Ils vont sur Nike, Adidas et ils disent voilà, autrefois vous alliez dans un magasin, vous achetiez une paire de chaussures, elle était blanche. Ouais. Il n'y avait pas de bleu avec des rayures, etc. Ouais. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils vont sur Internet, ils vont chez Nike, ils se font écrire leur nom dessus, ils mettent des couleurs différentes. Donc on a un produit qui est complètement personnalisé. Ça, c'est l'usine du futur qui est capable de faire ça. C'est l'usine du futur, c'est personnaliser le produit à la demande express ou spécifique du client. Donc produire de manière spécifique, mais en masse. Mais en masse, d'accord. En maîtrisant les coûts. D'accord. Alors, vous avez aussi également, alors je ne sais pas si on peut le classer dans la catégorie des éco-robots, mais aussi les exosquelettes. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer que se cache derrière ce nom barbare? Alors, je corrige, on n'a pas encore, on développe. En fait, on pense, pour être complètement transparent, on pensait avoir, il y a déjà presque un an, on avait identifié une technologie qu'on voulait mettre en œuvre. On a d'ailleurs impliqué nos opérateurs, parce que là aussi, il faut toujours imaginer, un opérateur aujourd'hui, il vient avec sa tenue de travail, il fait son travail. Demain, l'opérateur, il vient, on lui met un exosquelette pour travailler. Vous imaginez les railleries qu'il peut y avoir, etc. Donc, il y a un vrai travail de gestion du changement aussi. Ouais. Et en fait, le premier exosquelette qu'on a voulu mettre en place, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un problème technique, mais il y avait aussi un problème d'acceptation. Donc, on est parti sur une piste complètement différente. Et là, on est en phase de développement. Donc, le projet, ce qui est montré ici aujourd'hui à Gênes, c'est un prototype qu'on est en train de travailler avec une société de l'ouest de la France pour derrière avoir quelque chose de plus léger. Comme, si vous voulez, l'image serait j'enfile ma veste le matin et c'est un exosquelette en fait. D'accord. C'est légèrement exagéré, mais c'est un peu là l'idée qu'on cherche. C'est comment devenir Superman. En fait, ça vous donne plus de force, notamment pour porter des objets ou des choses comme ça. Exactement. L'idée, la vraie idée, le pourquoi on fait ça, c'est on a des postes de travail aujourd'hui qui sont quand même encore un peu pénibles. Ouais. L'objectif pour nous, on sait très bien que les gens vont devoir travailler plus longtemps. Moi, j'ai besoin de personnel en bonne santé. Et donc, l'idée, c'est sur ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, d'utiliser ces exosquelettes en fait pour délester les gens de ces tâches pénibles pour que demain ils puissent travailler jusqu'à 60, 65 ans. Et qui restent en bonne santé. Et qui restent en bonne santé. Pour ensuite pouvoir profiter d'une bonne retraite. D'une bonne retraite, tout à fait. Mais alors, au fond, grâce au numérique, à ces développements, à ces co-robots et autres exosquelettes, ça vous rend plus compétitif et quelque part, ça limite la délocalisation et quelque part, ça permet au vieux continent européen de pouvoir conserver toutes ses chances au plan industriel. L'enjeu, il est là, non? Oui, alors l'enjeu est là. Et nous, ça fait 5-6 ans qu'on a élaboré notre stratégie en définissant notre vision, etc. Et un des pans, juste un, il y en a plein d'autres, des pans, c'est l'usine du futur.
Et le constat qu'on fait aujourd'hui, après à peu près 5 ans, c'est que non seulement on n'a pas détruit d'emplois, mais on a créé, pas beaucoup, mais on a créé, on a rentré des nouveaux contrats de manière assez importante. Et en plus, le groupe, puisque je fais partie d'un gros groupe industriel qui s'appelle ThyssenKrupp, le groupe nous fait confiance et on va être le centre de développement, d'innovation pour la stratégie industrielle de l'ensemble des sites mondiaux de production de colonnes de direction de chez ThyssenKrupp. Donc c'est en Moselle et dans le Grand Est. Exactement. Voilà. Et à Florange. Et à Florange, absolument. Ça veut dire aussi que quelque part, vous modifiez la nature de vos besoins en ressources humaines. C'est-à-dire que c'est plus aujourd'hui peut-être des techniciens ou des gens qui ont un peu plus un parcours d'enseignement plus que de simples ouvriers. Non, c'est ça. Alors, non, je répondrai en allemand, on dirait Jein. D'accord. Pour qu'une usine du futur fonctionne, il y a la technique, la technologie, mais la technologie sans les hommes, c'est rien, ça ne marche pas. Bien sûr. Et moi, ça fait des années maintenant que je dis à mon personnel, je les vois tous, je les réunis tous, donc les 1200 personnes, une fois par an. Et ça fait 2-3 ans que je leur dis, il faut qu'on monte tout le monde. J'insiste sur le mot tout le monde, tout le monde en compétences, y compris les opérateurs. Et ce qu'on a fait cette année, enfin l'année dernière plutôt, on a démarré ça l'année dernière, on a fait un programme de formation pour nos opérateurs qui s'appelle ADAPT, pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils changent et qu'ils accompagnent ce changement. Ce programme, on l'a déployé aujourd'hui sur 150 personnes. On a défini avec nos représentants du personnel c'est quoi la nouvelle grille d'évaluation de l'ouvrier de demain dans l'usine du futur. On a revu entièrement nos grilles d'évaluation avec nos représentants du personnel. Et dans le cadre des entretiens qu'on fait au minimum tous les 2 ans avec nos opérateurs, l'idée c'est d'identifier voilà où sont aujourd'hui tes compétences. Est-ce que toi tu as envie de passer au stade supérieur? Et voilà ce qui te manque. Et donc, voilà les formations qu'il faut qu'on fasse avec toi. Donc, ça veut dire que c'est de la formation interne. Vous accompagnez les gens. Oui, alors il y a de l'interne et de l'externe, mais on a l'objectif. Et par rapport à votre question de départ, c'est important. Moi, je pense qu'il faut comprendre que l'usine du futur, ce n'est pas que des techniciens et des ingénieurs. Il y aura toujours des opérateurs, mais des opérateurs avec des compétences différentes. Ils seront plus polycompétents, je dirais. Et donc, c'est tout ça qu'on est en train de faire. D'ailleurs, au niveau des opérateurs, c'est le plus gros programme de formation qu'on ait jamais fait chez ThyssenKrupp Presta. Alors, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous cherchez des gens, est-ce que vous trouvez ces compétences dont vous avez besoin? Au niveau de l'ensemble du personnel ou des opérateurs? Au niveau de l'ensemble du personnel, il y a quelques métiers qui sont difficiles. Je pense que tous les industriels que vous interrogez qui seraient dans ce monde automatisé d'assemblage, c'est les automaticiens et techniciens de maintenance, c'est très difficile à trouver. Donc, nous, on a créé des filières en interne pour faire monter en compétences nos gens et puis en faire ceux dont on a besoin, c'est-à-dire des automaticiens qui sont compétents, des techniciens de maintenance compétents, des conducteurs de ligne compétents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les filières de formation ne répondent pas forcément à la nature de vos besoins? C'est une très bonne question. Mais parlez sans crainte. Hein. Non, mais partiellement, oui. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Je pense que la prise de conscience au niveau des universités et des écoles d'ingénieurs, elle est en grande partie faite. Il y a certainement encore des choses à faire au niveau des Bac+2. Et d'ailleurs, nous, on s'implique fortement là-dedans, puisque moi-même, je suis président du conseil de centre des arts et métiers. On a, dans le cadre du PAC Grandes Écoles, on a fait un programme qui s'appelle 1G 4.0 avec l'ENIM, les arts et métiers, l'INSA de Strasbourg et Télécom Nancy, avec pour idée, effectivement, d'adapter en fait ces formations à nos besoins demain dans l'usine du futur. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie relation avec le monde universitaire et scolaire. Ça veut dire aussi que l'industrie n'a pas encore peut-être l'image qu'elle pourrait avoir comparée notamment à l'Allemagne, non? Alors ça, je pense que c'est effectivement... Il y a encore du travail là-dessus. Un des gros talons d'Achille de la France, c'est que l'industrie a une mauvaise image. Si vous interviewez des jeunes, la plus grande partie des jeunes vont vous dire qu'ils ont envie d'aller travailler chez les GAFA, dans les banques. Oui, c'est ça. Et sale, je les invite à venir rendre visite parce que tous les jeunes, tous les gens qui ont vu notre entreprise étaient plutôt scotchés parce qu'ils ne s'attendaient pas en fait à voir ce qu'ils ont vu. Et l'image de l'entreprise, quand vous rentrez, qui est noire, il y a de la graisse partout, c'est sale, etc. Ça, c'est fini. Ça. C'est le 19e siècle. Voilà, c'est le 19e siècle. Nous, on en est au 21e maintenant. Alors, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne. En Allemagne, il y a un mode de formation qui est très développé, qui est l'apprentissage. En France, là aussi, il
il peine, il a une mauvaise image. Est-ce que c'est pour vous quelque chose que vous souhaitez voir se développer et vous pensez que c'est une filière royale? Ah oui, alors là, ma réponse est 3 fois oui. sans aucune hésitation, 5 fois oui même. Ouais. Nous, on a d'ailleurs une 50 à 55 apprentis tous les ans dans l'entreprise. Et c'est des gens que vous gardez après, c'est sûr. Pas toujours. Pas toujours, mais la grosse partie. On en garde une bonne partie, oui. Et en fait, pour nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Et pour moi, il n'est pas question de rentrer. Vous savez, vous avez l'image du stagiaire qui fait des photocopies. Oui, c'est ça. Et chez nous, il y a un vrai accompagnement. Qui porte le café aussi parfois. Qui porte le café parfois. Il y a un vrai accompagnement. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre, moi, je veux qu'il y ait un vrai projet. Il faut qu'il y ait un tuteur. Il faut qu'il soit accompagné. Et d'ailleurs, j'ai accueilli les nouveaux apprentis pour la nouvelle année scolaire là, il y a 15 jours. Et je leur ai dit, vous avez des droits et des devoirs. Ouais. Et dans vos droits, c'est quand ça ne se passe pas bien, si vous trouvez que le projet c'est pas tout à fait ce qu'on vous avait expliqué, si votre tuteur ne joue pas le rôle, vous allez voir les ressources humaines, parce que pour moi, c'est pas acceptable. Mais vous avez aussi des devoirs. Ce qu'on attend de votre part, c'est que vous soyez présent à l'école et que vous vous engagez pour l'entreprise et dans l'entreprise. 50 apprentis par an sur 1200, c'est une bonne proportion. Hein. Oui, et je ne compte pas là-dedans les projets de fin d'études, les scolaires qui ne sont pas en apprentissage. D'accord. On a aussi une bonne vingtaine. Donc oui, on a quand même... Parce qu'on considère aussi que on est dans le Grand Est. Moi, je pense que c'est une région très dynamique. On a un président qui est extrêmement engagé dans l'industrie, y compris dans l'usine du futur. Et moi, je considère que nous, entrepreneurs, on a un rôle sociétal aussi. Et donc, c'est à nous de jouer aussi le jeu pour effectivement accompagner cette mutation. Jean-Luc Emer, je vous propose de parler automobile maintenant. Donc, on le disait tout à l'heure en préambule, vous construisez des colonnes de direction. Alors, l'automobile est aussi un secteur en pleine évolution. Est-ce que vous croyez à la voiture toute électrique? Ah oui, la voiture toute électrique, oui, j'y crois. Ouais. Maintenant, je pense que... Ouais, vous m'avez dit de parler vrai. Oui, on y va. On y va, Franco. Je pense qu'on a... On est en retard. J'ai travaillé chez PSA, moi, pendant 10 ans. Je pense que PSA était très à la pointe sur tout ce qui est diesel. Je pense que les diesels d'aujourd'hui, ce n'est pas les diesels de 2000. Et je pense que malheureusement, même si dans le fond, moi, je suis aussi un écologiste, mais je ne suis pas sûr que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, soit effectivement uniquement fait dans le bon sens. Au sens bon sens intellectuel, cohérence. Vous pensez à quoi en disant ça? Je pense au fait qu'une voiture électrique, en termes de bilan carbone, une fois que vous avez fait le recyclage des déchets, etc. Plus la production d'électricité. Plus la production d'électricité. Bon, alors en France, on fait du nucléaire, ça ne produit pas de CO2, mais les Allemands, aujourd'hui, leur production d'électricité, c'est principalement du charbon. Donc, effet de serre, bonjour. Et donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et moi, je pense toujours que les extrêmes... il y a toujours une erreur dans le raisonnement extrême. Alors, la voie centrale, c'est quoi alors? La voie centrale, ça pourrait être de l'hybride. Certainement aussi, je pense que c'est un peu un tout. Il ne s'agit pas de passer que sur une seule technologie et d'oublier les autres. Le diesel, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Il y a des filtres à particules, il y a moyen de travailler encore ces sujets-là. Et je trouve dommage qu'on s'oriente maintenant uniquement dans une seule direction. Alors, on s'attend, il semblerait qu'avoir débarqué très prochainement des voitures toutes électriques à moins de 15 000 € qui seraient fabriquées en Chine, c'est pas une menace pour l'industrie automobile française? Vous savez, l'industrie automobile française, on a vu plein d'autres. Oui. Et je pense que c'est peut-être le coup fatal, là, non? Non, je pense pas. Si vous regardez non, je crois pas. Si vous regardez l'écosystème qu'il y a autour du monde automobile avec des fournisseurs comme ThyssenKrupp, mais pas que, des Valeo, des Faurecia. Aujourd'hui, si vous voulez, l'innovation, elle est quand même encore fortement ancrée dans le monde européen. Alors, c'est sûr, les Chinois ont des moyens nettement supérieurs à nous, pauvres Européens, je dirais, mais... Mais l'industrie automobile française n'a-t-elle pas pris un peu de retard dans ce domaine quand même, non? Si vous regardez nos deux constructeurs nationaux, ils sortent plutôt bien leur épingle du jeu en ce moment. Enfin, franchement, ils ont pas à rougir. Je parle du domaine, dans le domaine électrique. Non, je ne pense pas. Au contraire, pour moi, quand vous regardez, pour avoir discuté avec des spécialistes, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'électrification, mais avec des spécialistes, y compris dans notre entreprise, vous prenez une Zoé de chez Renault,
c'est quelque chose où Renault a quand même décidé de faire des milliards d'investissements. Ils ont mis en place des technos. Si vous regardez aujourd'hui une Tesla, c'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes de chez nous. Ils disent clairement que d'un côté vous avez une Zoé, on voit qu'il y a de la vraie ingénierie de pointe. Une Tesla, ça a été fait plus vite et de manière peut-être un tout petit peu moins professionnelle. Bon, ça n'empêche pas de fonctionner, mais je dirais en termes d'aboutissement technologique, je pense que les Français n'en ont pas à rougir. Ça fait quand même longtemps que des PSA et des Renault travaillent sur des véhicules électriques. Et il y avait d'ailleurs, il y a très très longtemps, c'était le maire de La Rochelle, une flotte de voitures électriques, des petites 106, je crois, comme ça. Qui était développée à Carrières-sous-Poissy à l'époque. Absolument. Alors, il y a une autre évolution marquante dans l'univers de l'automobile, c'est la voiture autonome. Ouais. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on fabriquera toujours des colonnes de direction avec les voitures autonomes? Ça, c'est une très très bonne question. Je n'ai pas de boule de cristal, mais de toute façon, il y a deux possibilités. Ouais. La première, c'est le véhicule vraiment autonome. C'est-à-dire le véhicule, vous lui dites, je veux partir de Gênes, je veux rentrer dans mon garage chez moi. Je pense qu'il y en a encore pour quelques années. D'accord. Hier, j'écoutais un intervenant, monsieur Laurent Alexandre, qui disait 2035. 2035. Je pense qu'il n'a pas tort. Le véhicule autonome qui va d'un point A à un point B de manière complètement autonome. Entre-temps, il y aura différentes étapes. Dans ces différentes étapes, il y aura toujours besoin de colonnes de direction, mais plus les mêmes colonnes de direction qu'aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez mettre beaucoup plus d'électronique et un peu moins de mécanique, c'est ça? Oui, alors on attend que la législation évolue et ça ne saurait tarder. Ouais. Demain, aujourd'hui, vous avez toujours une liaison mécanique entre une colonne et sa crémaillère. Demain, il n'y aura plus de liaison mécanique et on aura ce qu'on appelle du steer-by-wire qui permettra en fait quand vous roulez en mode autonome, on peut très bien imaginer que la colonne elle rentre dans la planche de bord, vous sortez votre tablette, vous allez sur Google, d'où un investissement fort de Google dans les véhicules autonomes. Et donc là, quand vous êtes sur l'autoroute, le véhicule roulera tout seul. À partir du moment où le système vous alerte en disant voilà, la sortie est dans 1 km, vous appuyez sur un bouton, votre colonne elle sort et vous reprenez la main. Donc c'est pour ça, je pense, par étape, il va y avoir des évolutions assez importantes, y compris au niveau des colonnes de direction, mais je pense que ça va être une mutation qui va se faire au fur et à mesure. Alors, en conclusion, Jean-Luc Eymer, vous êtes quelqu'un, face à cet avenir, face à ces révolutions numériques, industrielles et tout, vous êtes quelqu'un de positif ou optimiste ou quelqu'un plutôt de pessimiste? Comment vous abordez l'avenir? Alors là, j'espère que, en tout cas, tout ce qu'on a pu se dire ensemble doit donner la réponse. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Si vous voulez, quand on regarde, si je me focalise sur mon entreprise aujourd'hui, je me remets 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, on apprend qu'il va y avoir un site qui va ouvrir en Hongrie. On aurait très bien pu se mettre dans une posture de dire « Ah, zut, c'est mauvais pour nous ». Non, on s'est mis dans la posture « Ok, don't act ». Comment on y répond? On va se retrousser les manches. Et comment est-ce que nous, on répond à ça? Force est de constater aujourd'hui que la réponse qu'on a voulu apporter avec notre plan stratégique, notre vision, l'usine du futur, etc., ça a l'air d'être une bonne réponse puisque nos parts de marché en tant que site de production vont monter. Donc je pense que c'est plutôt une bonne réponse. Et moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que la France a un énorme potentiel. Et je pense aussi qu'on est parfois trop pessimiste et qu'on se compare trop à un grand voisin qui s'appelle l'Allemagne, qui a bien sûr de beaux atouts. Mais nous, en France, en termes d'innovation, de capacité à anticiper, à innover, je pense franchement qu'on n'a absolument pas à rougir. Jean-Luc Eymer, merci. Je retiendrai qu'on peut être industriel et en fait très souple et de pouvoir anticiper et évoluer et savoir aborder les transitions et les enjeux en cours. Et ça, je crois que c'est important. On pense souvent que les industriels, c'est des grosses machines qui sont des gros paquebots. Et en fait, c'est des petits avions de chasse qui savent réagir très rapidement. Il faut anticiper. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne pour un autre entretien. À bientôt.